Good day, ladies and gentlemen. Welcome to this bilingual newscast over 4U television with me, Jix Nabise, and with you, Ngale Boukia. Good day. Bon après-midi, Jix Nabise. Bon après-midi à vous également, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance à 4U télévision pour vous informer. Démarrons cette première partie en langue française en parlant de la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun. Il s'est envolé finalement le mardi 26 juillet 2022 à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Selon le programme de sa visite, il s'est rendu directement au Bénin où il a été accueilli par un ministre béninois. Il sera également reçu dans quelques minutes par l'homme fort du Bénin, le président Patrice Talon, en audience. Revenons à présent sur la visite du président français au Cameroun. Il a été reçu le mardi 26 juillet par le président Biya pour un tête-à-tête. Après cela, s'en est suivi une conférence de presse conjointement présidée par les deux présidents. Le point de cette conférence de presse, c'est dans ce reportage. Au cours de la visite de Macron au Cameroun, qui vise à renouer les liens entre la France et son ancienne colonie, il s'est tenu le 26 juillet 2022 au Palais de l'Unité, une conférence débat sur plusieurs sujets. Face à la crise anglophone, la France propose une solution basée sur la régionalisation, le dialogue et la réconciliation pour désamorcer le conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Je demeure en effet convaincu, je l'ai dit au président, que la régionalisation constitue une réponse à la grave crise qui continue d'affecter le pays dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et que c'est par ce processus politique, de dialogue, de réforme, d'avancée, de conciliation, qu'une solution durable pourra être trouvée. Parlant de la colonisation, le chef de l'État français a demandé aux historiens de faire la lumière sur l'action de la France au Cameroun pendant la colonisation et après l'indépendance de ce pays, annonçant l'ouverture en totalité des archives françaises sur des moments douloureux et tragiques. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions avoir et lancer ensemble un travail conjoint d'historiens camerounais et français qui pourront ainsi avoir accès à la totalité de nos archives. Et je prends ici l'engagement solennel d'ouvrir nos archives en totalité à ce groupe d'historiens conjoints qui nous permettront d'éclairer ce passé sur des situations individuelles, sur des épisodes que vous évoquiez, et pour qualifier très précisément les choses, c'est-à-dire l'implication de la France, le rôle aussi des autorités camerounaises de l'époque, avant, après indépendance, dans un contexte où les choses sont sans doute plus complexes et mêlées que vous ne l'avez dit. Le président Biya, de son côté, sur la question de briguer un prochain mandat, a tout simplement répondu que le Cameroun est dirigé par une constitution à laquelle il s'en tient. Vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3. Et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Parlons toujours de cette visite officielle, le président français et le président Biya, lors de leur tête-à-tête, ont soulevé de nombreuses préoccupations, parmi lesquelles la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. À cet effet, Emmanuel Macron a privilégié la régionalisation, une solution qui passe mal. Reportage Ngeni. La délégation... Comme attendu, la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a constitué l'une des préoccupations majeures de cet tête-à-tête entre le président Biya et son homologue Macron. Pour le locataire de l'Élysée, la solution à la résolution de ce conflit armé passe par la régionalisation
Un point de vue vivement critiqué et balayé d'un revers de la main. Non, pas du tout. Je ne sais pas ce que ça signifie, cette affaire de régionalisation. C'est une affaire camerouno-camerounaise. Le Cameroun doit déployer toute la palette des propositions et des suggestions, des solutions, les mettre en œuvre pour essayer de résoudre cette question-là. Je pense que malgré le fait que nous n'avons pas été contents, quelqu'un comme moi, tout au début, de la manière dont les propositions ont été faites pour arriver à régler le problème, nous allons finir par le faire. J'espère qu'il y aura des voix intelligentes, des voix de sagesse pour appeler les uns des autres à la retenue, surtout nos frères qui sont encore dans les brousses et les forêts. Et pourquoi pas se muer en parti politique pour rendre leurs revendications plus audibles que de prendre ce penchant de violence par le biais d'une guerre qui n'a fait que faire trop de morts. Le Cameroun n'en a pas besoin, l'Afrique n'en a pas besoin. Une affaire camerouno-camerounaise. Oui, ça c'est dit. Le pays de Paul Biya n'a donc pas besoin d'une nouvelle ingérence, encore moins quand il s'agit de la France. Cette position de M. Macron, arrivée nuitamment, semble donc trouver tout son sens, ce dernier n'étant pas suffisamment informé sur les réalités camerounaises. Aussi, la politique de 2 poids 2 mesures appliquée par la France concernant l'aide militaire accordée à l'Ukraine, comparativement à celle accordée au continent africain, ne semble pas avoir également trouvé un écho favorable. C'est ça qui démontre, ou bien qui dénote l'importance que des pays occidentaux, les pays impérialistes, les pays capitalistes accordent à des zones qu'ils considèrent comme la périphérie, n'est-ce pas, étant le centre. Donc c'est une remarque pertinente et je félicite ce jeunesse comme je l'ai dit, mais qui doit aussi nous pousser à bien comprendre les enjeux du moment et à élaborer les types de solutions qui pourront déboucher sur des situations de reprise en main de notre propre destin. Et ça c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Si nous voulons léguer aux générations futures un pays quand même où ils ne seront pas beaucoup plus vus comme des porteurs d'eau. Difficile donc d'imaginer une coopération militaire bénéfique pour le Cameroun, surtout de faire croire qu'un redéploiement militaire de la France au Cameroun serait une réussite après les récents échecs retentissants de Barkhane et Takuba au Sahel et au Mali en particulier. Concernant justement la conférence de presse au Palais de l'Unité, elle a permis au président Biya d'expliquer de manière claire à la France ses relations diplomatiques avec la Russie. Koumabité. Les allocutions du chef de l'État Paul Biya dans la gestion diplomatique ont trouvé tout leur sens dans la relation internationale au Palais de l'Unité cet après-midi. Autrefois, considéré comme pays sous tutelle de l'ONU, le Cameroun aujourd'hui peut en être fier de ses engagements et de ses décisions face aux puissances occidentales. La prise de parole au terme d'un tête-à-tête strict entre son Excellence Paul Biya et le président Emmanuel Macron a permis de voir de manière claire le positionnement du Cameroun vis-à-vis de la Russie. À la question de savoir si le Cameroun condamne avec fermeté l'intervention russe en Ukraine, le chef de l'État... Le Cameroun entretient des relations diplomatiques avec la France, bien sûr, mais aussi avec beaucoup d'autres pays. L'Allemagne, l'Espagne, la Chine, le Brésil. Et s'agissant de la relation avec la Russie, elle est ancienne et nous avons signé avec ce pays un accord de coopération qui était venu à expiration. On l'a renouvelé et nous l'avons signé. Le voyage de mon ministre en Russie n'avait pas de rapport avec la situation de la guerre en Ukraine. Nous avons l'habitude de signer des accords de ce genre et en Afrique il y a beaucoup de pays qui ont des accords avec la Russie. Donc c'était un acte dans la routine des relations diplomatiques entre nos deux pays. On a pensé que peut-être on allait apporter un concours à la Russie, je crois, qu'elle n'a pas besoin de l'apport du Cameroun.
Il s'agissait simplement de renouveler l'accord préexistant. Si aujourd'hui l'offensive russe en Afrique est une menace pour la France, Emmanuel Macron, quant à lui, voit en cela une diplomatie qui montre une double face. Mais je crois que nous serions naïfs de ne pas nommer ce qui s'est développé ces dernières années, qui est ce que j'appellerais une présence hybride de la Russie sur le continent africain, qui passe d'abord par du développement de la propagande, qui passe par des médias télévisés. Et elle a complété son offre diplomatique par l'intervention de milices Wagner. Et en particulier, ce que nous avons vu ces dernières années fleurir en République centrafricaine et au Mali, pour ne citer que 2 cas, est très préoccupant. Parce que ce ne sont pas des coopérations classiques. À ce moment-là, c'est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis, qui décident de ne pas gérer leurs problèmes de manière politique, mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n'ont aucune légitimité politique, pour leur dire « nous vous apportons sécurité et protection à vous, pas à votre peuple, à vous », en échange d'une influence russe et d'une captation des matières premières. Au sortir de ces échanges entre les deux présidents, il est clair que l'Afrique, qui regorge plusieurs ressources, est déterminée à prendre son destin en main, et à cette allure, la proie est devenue le prédateur. Toujours dans le dossier de la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun, il est important de noter qu'auparavant, le partenaire privilégié de Yaoundé, Paris, a perdu du terrain sur le plan économique au Cameroun au profit de d'autres nations telles que la Chine et l'Inde. Une situation qu'elle a favorisée en brillant par une politique économique non rentable pour les intérêts communs. Les détails, c'est avec Assam Zili. Emmanuel Macron a entamé lundi 25 juin un voyage de 4 jours en Afrique avec pour destination prisée le Cameroun, le Bénin et la Guinée-Bissau. Première économie d'Afrique centrale, le Cameroun constitue la première étape de ce déplacement. Selon plusieurs indices, l'influence économique française a considérablement baissé au pays de Paul Biya, qui s'est tourné ces dernières décennies vers d'autres partenaires, tels que la Chine, la Russie ou encore la Turquie. D'où la nécessité pour le président français d'user de ce déplacement pour discuter du partenariat économique entre les deux pays. Pour certains acteurs de la société civile camerounaise, le désintérêt de la diplomatie économique camerounaise vis-à-vis de la France trouve son explication sur 2 éléments fondamentaux: le manque d'attractivité et de compétitivité. Comme vous le savez, le contexte géopolitique actuel est défavorable justement à la diplomatie économique française. De 2, elle n'est plus compétitive. Le Cameroun a signé des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Du point de vue des barrières douanières, ça pose un problème de rentabilité au profit, justement, au profit du Cameroun qui les a signés. L'autre point, c'est que le Cameroun a diversifié ses partenariats et dans la perspective des projets structurants. Le Cameroun a besoin de financements, je veux dire des préfinancements. Vous avez par exemple la Chine ou la Turquie qui sont prêts à le faire, à nous apporter des financements nécessaires dans le cadre des projets structurels tels que la construction des barrages hydroélectriques, des infrastructures routières, des infrastructures sportives, entre autres. Par contre, la France n'a pas les moyens de préfinancer les projets du Cameroun, d'où justement l'intérêt pour le Cameroun d'aller vers ceux qui sont prêts à financer, à lui apporter ces cash flows-là. Le récent rachat par le groupe français Castel des activités du britannique Guinness pour une valeur de 300 milliards de francs CFA, soit 450 millions d'euros, ne reflète en rien la réalité sur le terrain. Certaines indiscrétions soutiennent d'ailleurs qu'Emmanuel Macron profitera de son séjour yaoundéen pour plaider la cause de l'équipementier français, le Coq Sportif, mis en disgrâce par Samuel Eto'o-Fils, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football. Un élément parmi tant d'autres qui démontre que d'importantes négociations vont se faire dans les coulisses de ce voyage du patron de l'Élysée en terre camerounaise. Parlons de toute autre chose à présent dans ce journal. En RDC, des bases de la MONUSCO ont été attaquées le lundi 25 juillet dernier dans la ville de Goma, à l'est du pays. Kwapa Padji nous donne des précisions. Des scènes de violence dans la rue de Goma ce lundi.
Des manifestants qui, pancarte à main, appellent au départ de la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Présente en RDC depuis plus de 22 ans et totalisant aujourd'hui 14 000 casques bleus, la mission onusienne peine toutefois à sécuriser l'est du pays où se multiplient des violences et exactions perpétrées par des rebelles et groupes armés. Exaspérés par cette inefficacité de la MONUSCO, les populations de Goma sont sorties dans la rue manifester leur mécontentement. Des centaines de manifestants ont alors pris d'assaut 2 sites des Nations Unies à Goma. Ils ont escaladé les murs, pénétré l'intérieur et pillé du matériel ainsi que des équipements. Les manifestations de protestation ont alors dégénéré en affrontements violents. Des agents de la MONUSCO présents sur le site seront évacués à bord de 2 hélicoptères et des manifestants dispersés par des gaz lacrymogènes avant l'intervention des forces armées congolaises. Si plusieurs manifestants ont été interpellés, un bilan encore non officiel fait état de 5 morts et 50 blessés. Et d'après le chef adjoint de la mission onusienne, M. Kazim Diagne, les dégâts matériels s'élèvent à plusieurs centaines de milliers de dollars suite à ces manifestations. Des manifestations et attaques contre la MONUSCO que le gouvernement congolais n'a pas tardé à condamner, promettant que les responsables seraient poursuivis et sévèrement sanctionnés. Si ce n'est pas la toute première fois que la mission onusienne est la cible de telles manifestations, ces violences interviennent quelques jours après la déclaration du président du Sénat, Modeste Bahati, qui demandait à la MONUSCO de plier bagages. L'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, condamné par contumace à perpétuité pour l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara en 1987, a demandé pardon à la famille le mardi 26 juillet, mais aussi à l'ensemble du peuple burkinabé pour les souffrances endurées pendant ces 27 années au pouvoir. Écoutons-le dans cet extrait sélectionné par Fundedi. Qui nous a été légué par nos aïeux mérite mieux que le sort funeste que des terroristes veulent lui réserver. C'est pourquoi j'appelle tous nos compatriotes, les filles et fils du pays, de l'intérieur comme de l'extérieur, à une union sacrée, à la tolérance, à la retenue, mais surtout au pardon pour que prévale l'intérêt supérieur de notre nation. Je forme le vœu que le sang de tous nos martyrs, civils et militaires, tombés depuis le début de cette grave crise, puisse constituer le ciment de notre amour fraternel, l'attachement à la patrie et notre solidarité à tous. La gravité de l'heure nous interpelle aujourd'hui à œuvrer ensemble pour trouver des solutions afin de sauver notre nation en péril. Mes chers compatriotes, pour ma part, je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m'accorder leur pardon. Je souhaite que nous puissions aller de l'avant, désormais, pour reconstruire notre destin commun sur la terre de nos ancêtres. Ensemble, dans un esprit de patriotisme, donnons-nous la main pour taire définitivement nos querelles et rancœurs. Il est important aujourd'hui de travailler au recouvrement de l'intégrité territoriale, à la reconstruction et à la promotion d'un environnement favorable à l'épanouissement durable pour tous. C'est l'unique voie qui permettra ainsi de mettre fin à nos incompréhensions et conflits intercommunautaires pour lutter efficacement contre le terrorisme qui a tant saigné notre pays et ébranlé ses fondements. Notons que Blaise Compaoré était arrivé au pouvoir en 1987 à la faveur d'un coup d'État qui avait coûté la vie au président Sankara, icône panafricaine aux idées progressistes dont il était un des proches amis avant qu'il ne soit tué. Mesdames et messieurs, c'est sur ces notes que nous mettons un terme sur cette première partie en langue française. La suite est avec Jix Nabissé pour la version anglaise.
Thank you, Ngale Ibukia. Ladies and gentlemen, you're welcome to the second segment of this bilingual newscast. We kick off with Cameroon, where over the years, Cameroon and France have cooperated on several levels, with economic being the most notable. This report, compiled to us by Mwanze, gives us details. The relationship between Cameroon and France goes way back to the 1900s, France being one of the countries Cameroon was entrusted to by the League of Nations after Germany's defeat during the First World War. Both countries have economic and commercial ties. In the economic domain, some key projects executed by the Cameroon government has been and is implemented with the French support. One of the most noticeable of these projects being the second bridge over the Wuri River, which has helped improve traffic congestion in the city of Douala and is equally part of the Douala City Transport Plan. Nevertheless, according to Cameroon's National Institute of Statistics, over the years the economic cooperation between Cameroon and France has dropped. To this effect, France has just 10% of the Cameroonian market and contracts. It has lost 30% of the Cameroonian market and contracts in the last 30 years. China, on her part, is the main economic partner of Cameroon and has 65% of Cameroon's market and contracts. The face of the President of the French Republic, Emmanuel Macron's visit to Cameroon, many questions are being posed and expectations have been put out regarding his visit, and the economic domain being one of them. With the ongoing war between Russia and Ukraine, a global economic crisis has hit the globe, a clear example being the fluctuation of the euro and dollar currencies. Hence the question of whether new economic relations or partnership will arise from these visits. This trip to Cameroon is President Macron's first stop in sub-Saharan Africa, and equally an opportunity for both head of states to converse in a spirit of mutual respect and understanding. Stay now in Cameroon, where French President Emmanuel Macron is or was in Cameroon, and of course this was during his three-nation West African tour. It seeks to reboot France's post-colonial relationship with the African continent. One of the ways is to do this would be to discuss the security crisis that has been plaguing most countries on the African continent, particularly those in the northwest and southwest regions of Cameroon, as well as the Boko Haram insurgency in the north. The details are with you, Moni Manu. President Emmanuel Macron arrived late Monday in Cameroon at the start of a three-nation tour, Benin and Guinea-Bissau. Through this, Macron aims to show his commitment in the process of renewing the relationship with the African continent. Macron and his counterpart, President Paul Biya, will discuss security in Cameroon, which has been riven by ethnic violence and an insurgency by Anglophone separatists who have been fighting for independence in the two English-speaking regions since 2016. Northern Cameroon has also seen attacks by Boko Haram jihadists. Macron had provoked Biya's indignation in 2020 after declaring he would apply maximum pressure on the president over intolerable violence in Cameroon. Considering the fact that President Macron is in Cameroon with 350 military men, is it right to think that an agreement could be signed between the two parties for the French army to remain in Cameroon and maintain peace in the restive regions of the country? Or can we raise our hopes to think that after this visit, peace will return to Cameroon's northwest and southwest regions, as well as the far north region? Or is it due to France's unpopularity in the Sahel region, where countries like Mali, Chad and Niger have cut ties with France, that President Macron has embarked on this journey to gain favor in the sight of Cameroon? Well, answers to these questions will be gotten at the end of the visit. Nonetheless, all the three countries that will be visited by President Macron have been criticized by activists over their rights records, but Macron has insisted that governance and rights issues will be raised without media noise, but in the form of direct exchanges between the heads of states. We now leave Cameroon to talk Burkina Faso, where the former Burkinabe leader Blaise Compaoré has demanded forgiveness from the family of former leader Thomas Sankara, as well as the whole nation. This occurred on July 26, 2022, in the presence of some Burkinabe officials. Details are with you, Mwanze Ngoyo. The family of slain Pan-African icon Thomas Sankara and the people of Burkina Faso. Compaoré apologized on June 26 in a press conference in the presence of government spokesperson Lionel Bilgo.
Going down memory lane, Compaoré seized power in the West African nation in 1987 in a coup that saw the ousting and death of the then leader, Thomas Sankara. Sankara was gunned down by a hit squad just 4 years after coming to power. In April, a Burkina court tried Compaoré in absentia for his role in the assassination of Sankara. He has yet to serve his prison sentence. Ex-President Compaoré returned to Burkina Faso in the early days of July 2022 under the invitation of the country's military leader, Lieutenant Colonel Paul-Henri Damiba, in the name of national reconciliation. The visit sparked outcry among civil society groups and political parties in the country. Burkina Faso's present leader Damiba took power in January after a coup that ousted former President Marc-Christian Kaboré amid public anger at the government's failure in dealing with jihadist attacks from neighboring Mali. Away from Burkina Faso, we now take you to the East African part of the continent to stop in Rwanda, where the government of Rwanda is expected to produce methane gas from Lake Kivu in the East African country. The government says the gas could be used for cooking, industrial as well as fuel. It is expected that the cooking gas produced could be used at the end of 2023. Fotso tells us more. The project involved the construction of an offshore gas extraction facility along with onshore gas processing and compression plants for CNG, compressed natural gas. This comes in the wake of the global struggle of high prices of gas and fuel currently in Rwanda. A 12-kilogram cooking gas cylinder costs at least 18,500 Rwanda francs, an increase of about a half compared to 12,600 Rwanda francs in 2020. It's going to be constructed in 2 phases. So the first phase is going to be composed of 1 barge. So the location where we are standing now is where the barge is going to be assembled. And then after it's going to be taken to the location where the gas is going to be extracted, which is approximately 30 to 35 kilometers from here. So now after extracting the gas, it goes through a series of purification such that we can attain the natural gas, which is the CNG gas that we need. So now the gas is going to be brought via pipes. It's going to come below the lake and it's going to come onshore. The $400 million deal between the Rwandan government and Gasmet Energy Company to extract and process methane from Lake Kivu into CNG was signed in February 2019. However, it was delayed by various factors, including the outbreak COVID-19 pandemic. Probably 2 years looking at that aspects of the project, and we were engaged with international investors to bring the money into the country. Unfortunately, COVID slowed everything in the world down, and it certainly put us really about 12 months behind where we would have liked to have been. But we're at the point now where we are moving ahead. We've started site clearing, we are initiating construction. The funding is largely there. We're just in the process of closing that funding now. So the project should start to see identifiable physical progress now. The Gasmet company signed a 25-year concession agreement with the Rwandan government to extract 40 million standard cubic feet per day of natural compressed gas. Thank you, Fotso, for that in-depth report. We now take you to Tunisia, where Tunisia's President Kais Saied is been celebrating his apparent victory in a referendum on a new constitution. This constitution actually gives him unlimited powers, and the details are with you, Fotso. Mr. Saied appeared in front of jubilant supporters after an exit poll indicated more than 90% of those who had voted had supported the president's plan. But turnout was only 27.5%, with main opposition parties boycotting the poll. The president's opponent said his changes would just entrench the personal powers he cited a year ago. Mr. Saied said turnout announced by the country's electoral commission have been higher if voting have taken place over 2 days. He promised that Tunisia will now enter a new phase after a decade of political deadlock. But his opponents will cite the low turnout as denying legitimacy to what they see as a worrying move back towards autocracy.
Tunisia became the birthplace of the Arab Spring when it overthrew its long-service ruler Zine al-Abidine Ben Ali in 2011. The date of the referendum was chosen by President Said to mark a year to the day since his dramatic move to suspend parliament and dismiss the government. Since then, he has effectively ruled by decree. The new constitution, which replaced one draft in 2014, 3 years after the Arab Spring, will give the head of state full executive control, supreme command of the army, and the ability to appoint a government without parliamentary approval, which will also break a cycle of political paralysis and economic decay. Ladies and gentlemen, that report on Tunisia puts a stop to the second segment of this bilingual newscast with me, Jix Nabisi. Over to you, Ngale Boukéa. Eh bien, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce bulletin d'information sur For You Télévision. Merci de rester en compagnie de nos programmes.